Comment deux planètes pourraient-elles suivre la même orbite autour d'une étoile sans finir par entrer en collision? L'intuition est juste, et dans la plupart des cas, elle est correcte. Mais la mécanique céleste est une discipline qui a une longue tradition de formulation d'hypothèses sans vérification, et il vaut mieux ne pas trop se fier aux évidences avant d'avoir examiné les équations. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, restez avec nous. Pour comprendre ce qui se passe réellement lorsque deux corps partagent la même orbite, il nous faut revenir en arrière et nous pencher sur l'un des résultats les plus élégants de la mécanique céleste du XVIIIe siècle, l'œuvre de Joseph-Louis Lagrange. Lagrange était un mathématicien italien, naturalisé français par la suite, qui publia en 1772 un traité sur la stabilité du problème à trois corps. Le problème à trois corps est notoirement insoluble sous sa forme générale. Étant donné trois objets s'attirant mutuellement par la gravitation, il n'existe pas de solution analytique exacte qui fonctionne dans tous les cas possibles. Mais Lagrange a trouvé des solutions particulières, des cas spéciaux dans lesquels le système se comporte de manière régulière et prévisible. La plus célèbre de ces solutions repose sur une situation particulière. Une étoile massive, une planète en orbite autour d'elle, et un troisième corps beaucoup plus petit que les deux autres. Lagrange a démontré qu'il existe 5 points dans l'espace, désormais appelés points de Lagrange, et numérotés de L1 à L5, où le troisième corps peut se trouver en équilibre par rapport aux deux autres, ce qui signifie qu'il peut rester fixe dans le référentiel tournant qui suit la planète dans son orbite. Les 3 premiers points, L1, L2 et L3, sont faciles à visualiser. Le point L1 se situe entre l'étoile et la planète. L2 se trouve du côté opposé de la planète par rapport à l'étoile et L3 se trouve du côté opposé de l'étoile par rapport à la planète directement de l'autre côté de l'orbite. Tous trois se situent sur la ligne reliant l'étoile et la planète et ils partagent une caractéristique importante. Ils sont instables. Un objet placé exactement à l'un de ces points y restera, mais la moindre poussée le fera dériver, et cette dérive s'accentuera avec le temps au lieu de se corriger d'elle-même. Imaginez-les comme le sommet d'une colline, un équilibre parfait mais précaire. L4 et L5 sont différents. Elles se situent sur l'orbite de la planète, à 60 degrés en avant et à 60 degrés en arrière de sa position. Avec l'étoile et la planète, ils forment 2 triangles équilatéraux parfaits. Et, chose surprenante, ils sont stables. Un objet perturbé à partir de L4 ou L5 ne s'éloigne pas progressivement. Elle oscille autour du point d'équilibre, comme une bille qui roule au fond d'un bol. Lagrange lui-même fut frappé par ce résultat. La stabilité ne provient pas d'une géométrie statique, mais de l'équilibre délicat entre la gravité de l'étoile, la gravité de la planète et la force centrifuge dans le système en rotation. Le calcul n'est valable que si le corps le plus massif, l'étoile, est au moins 25 fois plus massif que la planète. Mais cette condition est presque toujours remplie dans les systèmes planétaires réels. Pendant plus d'un siècle, L4 et L5 sont restés une curiosité mathématique sans équivalent observationnel. Puis, en 1906, l'astronome allemand Max Wolf découvrit un astéroïde qui ne suivait pas une orbite normale. Elle orbitait autour du Soleil, à la même distance que Jupiter, à environ 60 degrés, en avant de la géante gazeuse. Ils l'ont nommé Achille et ont immédiatement reconnu qu'il se situait au point L4 du système Soleil-Jupiter. Quelques mois plus tard, le premier résident L5 fut découvert, Patrocle. Le lien avec la mythologie de la guerre de Troie était irrésistible, et ces objets ont été appelés Troyens depuis lors. Aujourd'hui, nous connaissons plus de 10 000 astéroïdes troyens associés à Jupiter, répartis à peu près également entre les 2 points de Lagrange. Ils y vivent depuis des milliards d'années, probablement capturés durant les premiers jours chaotiques du système solaire. Mars a ses propres chevaux de Troie. Neptune en possède plusieurs, tout comme Uranus et la Terre. En 2010, le télescope WISE a confirmé le premier astéroïde troyen terrestre connu, appelé 2010 TK7, d'environ 1000 pieds de diamètre, situé à proximité de notre planète, au point L4 et orbitant autour du Soleil exactement à notre distance. Ce n'est pas une planète, bien sûr, mais elle partage notre orbite.
et ce depuis bien avant l'existence de l'homme, sans que la Terre ne l'ait jamais rencontré, ni même approché. Cela répond à la question dans le cas le plus simple. Un petit corps peut partager l'orbite d'une planète en se stabilisant au niveau L4 ou L5. Mais la question initiale était beaucoup plus ambitieuse. Deux planètes, deux objets de masse planétaire réels, peuvent-elles partager la même orbite? Ici, la réponse dépend de ce que l'on entend par masse planétaire et de la façon dont on évalue la stabilité sur de longues périodes. Les points de Lagrange ne sont stables pour le troisième corps, que si ce corps est beaucoup moins massif que les deux autres. À mesure que la masse du troisième corps augmente, ses propres perturbations gravitationnelles commencent à déformer les autres orbites, et le système peut devenir instable. Les simulations numériques montrent que deux corps de masse similaires, situés à L4 ou L5 dans un système stellaire, ne peuvent coexister de manière stable que si leur masse combinée reste une petite fraction de la masse de l'étoile. En pratique, deux planètes de la taille de la Terre pourraient théoriquement partager un point de Lagrange dans un système comme le nôtre. Mais la stabilité sur des milliards d'années est loin d'être garantie et dépend fortement des masses exactes impliquées et des influences gravitationnelles des autres planètes du système. Mais il existe un deuxième type de mouvement co-orbital qui est, à bien des égards, encore plus surprenant que les points de Lagrange, les orbites en fer à cheval. Pour comprendre les orbites en fer à cheval, il faut abandonner l'image statique des points de Lagrange et penser de manière dynamique. Imaginez deux corps parcourant la même orbite autour d'une étoile, mais à des positions angulaires différentes, l'un en avant, l'autre en arrière. Tous deux obéissent à la loi de Kepler. À distance égale de l'étoile, la vitesse orbitale est la même. Mais si, pour une raison quelconque, l'un de eux se trouve légèrement plus près de l'étoile que l'autre, la loi de Kepler exige qu'il se déplace légèrement plus vite. Avec le temps, le corps intérieur gagne du terrain et se rapproche du corps extérieur. Lorsque les deux corps se rapprochent suffisamment, leur attraction gravitationnelle mutuelle commence à avoir une importance. Et là, il se produit quelque chose de contre-intuitif. Le corps suiveur, en s'approchant, est tiré vers l'avant et légèrement vers l'intérieur par le corps de tête, perdant ainsi de l'énergie orbitale. Le corps de tête est tiré vers l'arrière et légèrement vers l'extérieur, gagnant ainsi de l'énergie. Le résultat est que les rôles s'inversent. Ce qui était intérieur devient extérieur, ralenti, et le corps autrefois extérieur est maintenant le corps intérieur, plus rapide. Les deux corps échangent de leur place et commencent à s'éloigner l'un de l'autre jusqu'à ce que le cycle se répète en sens inverse. Dans le référentiel tournant qui suit le centre de masse du système, les deux trajectoires décrivent une forme qui ressemble vaguement à un fer à cheval, d'où son nom. Il ne s'agit pas d'un scénario hypothétique. Il existe dans notre système solaire et constitue l'un des exemples les plus spectaculaires de dynamique orbitale complexe que nous connaissons. Les lunes de Saturne Janus et Épiméthée. Janus et Épiméthée orbitent tous deux autour de Saturne à environ 94 000 mi, si près l'un de l'autre que la différence entre leurs orbites n'est que de 30 mi, moins que le diamètre d'Épiméthée lui-même. Tout au long des années 1970, les astronomes pensaient observer une seule lune et étaient complètement déconcertés lorsque les mesures de position ne correspondaient pas. Parfois, la lune semblait être en avance sur l'endroit prévu, parfois en retard. La solution est arrivée avec les images de Voyager 1 en 1980. Il y avait deux lunes et elles échangeaient périodiquement leurs orbites. Tous les 4 ans environ, Janus et Epiméthéeus s'approchent à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre, rebondissent gravitationnellement l'un sur l'autre et échangent leurs orbites. Ce qui était intérieur devient extérieur et vice-versa. Ils ne se rencontrent jamais réellement. Ils n'entrent jamais en collision. Ils continuent de danser autour de Saturne, dans une parfaite harmonie dynamique, comme deux patineurs sur des pistes adjacentes qui changent de voie à chaque tour au lieu de se percuter. Janus est environ 4 fois plus massif qu'Épiméthée, mais pas énormément plus grand. Il s'agit d'un cas réel de deux corps de taille comparable partageant la même orbite autour d'une planète. Ce mécanisme ne dépend absolument pas des points de Lagrange. Elle repose sur un équilibre entre l'attraction gravitationnelle mutuelle et le gradient de vitesse orbitale. Le système a très certainement des origines chaotiques.
Ces deux lunes sont probablement des fragments d'un corps plus grand détruit lors d'une collision. Mais une fois cet équilibre atteint, il s'est avéré étonnamment robuste. La question qui se pose naturellement ensuite est: est-ce que cela peut être mis à l'échelle? Le mécanisme en fer à cheval fonctionne-t-il pour les planètes réelles et pas seulement pour les lunes de Saturne? Les simulations numériques disent oui en principe. Deux planètes de masse similaire, dans un système où l'étoile est suffisamment massive pour maintenir des orbites stables, pourraient théoriquement se retrouver dans une configuration en fer à cheval. Cependant, les perturbations gravitationnelles provenant des autres planètes du système rendent cet équilibre beaucoup plus fragile, sur des échelles de temps géologiques. Un système solaire aussi dense que le nôtre, où Jupiter exerce une forte attraction gravitationnelle, déstabiliserait probablement toute coorbite planétaire en quelques millions d'années. Un système composé d'une seule étoile et de quelques planètes de faible masse pourrait être plus hospitalier. Il existe également une troisième catégorie de mouvements co-orbital, moins connue que les deux autres, mais tout aussi fascinante, les quasi-satellites. Un quasi-satellite est un objet connu qui, vu de la Terre ou de toute planète de référence, semble orbiter autour de cette planète, mais qui, techniquement, ne l'est pas. Elle orbite autour du Soleil sur une trajectoire très similaire à celle de la planète, maintenant une proximité relative pendant des périodes plus ou moins longues avant de finalement s'en éloigner. Imaginez un compagnon de voyage sur la même autoroute, qui roule au même rythme pendant des années, voire des décennies, avant de prendre une autre sortie. Le quasi-satellite le plus connu de la Terre s'appelle Kamualewa, un astéroïde de quelques dizaines de mètres de diamètre découvert en 2016, qui accompagne notre planète depuis des siècles, et continuera probablement à le faire pendant encore des siècles. Kamualewa suit sa trajectoire relative avec une telle fidélité que des chercheurs chinois l'ont choisi comme cible de la mission Tianwen-2, prévue pour les années à venir. Ce sera la première mission à rapporter des échantillons depuis un quasi-satellite terrestre. En combinant ces trois catégories, configuration de Lagrange, orbite en fer à cheval, quasi-satellite, une image beaucoup plus riche se dessine que ce que l'intuition laissait présager au départ. La réponse à cette question n'est pas simplement oui ou non. Il existe au moins trois mécanismes physiques distincts, permettant à deux corps de partager la même orbite sans jamais se rencontrer, chacun ayant ses propres conditions de stabilité et ses propres exemples concrets. La question plus ambitieuse reste ouverte. Existe-t-il des systèmes co-orbitaux dans le vaste catalogue des exoplanètes connues? La réponse actuelle n'est pas encore trouvée avec certitude, mais elle n'est pas non plus exclue. La méthode des transits, principale technique utilisée par le télescope Kepler et maintenant TESS, pour identifier les exoplanètes, qui consiste à mesurer la baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant son étoile, pourrait théoriquement révéler deux planètes co-orbitales grâce à un signal caractéristique. Deux transits très rapprochés, séparés par l'angle que les deux corps maintiennent sur leur orbite commune. Plusieurs équipes de recherche ont analysé les données de Kepler à la recherche de cette signature, et certains candidats ont été proposés, mais aucun n'a été confirmé avec une certitude suffisante. Le télescope Plateau de l'ESA, dont la mission est prévue pour la fin de cette décennie, apportera une précision photométrique nettement supérieure et observera beaucoup plus d'étoiles sur des périodes plus longues. Si les systèmes planétaires co-orbitaux existent avec une fréquence raisonnable, il est réaliste de s'attendre à ce que Platon les trouve. Le fait que nous n'en ayons pas encore vu un ne nous apprend pas grand-chose. Les systèmes co-orbitaux stables nécessitent des conditions spécifiques, des masses et des géométries appropriées, l'absence de perturbateurs gravitationnels massifs, des orbites qui se sont stabilisées selon des configurations régulières, et ils peuvent tout simplement être rares. Mais dans une galaxie qui compte 400 milliards d'étoiles, même rare peut représenter des millions de cas. Et il y a quelque chose de presque philosophique à imaginer cela. Au moment où vous lisez ces lignes, quelque part dans un système lointain, deux planètes parcourent dans la même orbite autour de leur étoile, échangeant leurs orbites tous les quelques années comme Janus et Épiméthée autour de Saturne. Ou maintenant, leur séparation de 60 degrés, comme les planètes troyennes de Jupiter, l'ont maintenue pendant des centaines de millions d'années.
Avec suffisamment de temps et d'espace, la gravité trouve des équilibres auxquels personne n'aurait pensé. Le fait que deux planètes partagent une même orbite est déjà assez étrange. Mais que se passe-t-il lorsque l'on superpose encore plus de concepts? Une lune binaire orbitant autour d'une planète binaire, orbitant autour d'une étoile binaire. Trois niveaux d'objets appariés imbriqués les uns dans les autres. Observez comment une lune binaire peut orbiter autour d'une planète binaire orbitant autour d'une étoile binaire, pour voir jusqu'où va le terrier du lapin.